Voilà. Bah, j'ai commencé en racontant que lorsque tu m'as parlé de faire ces émissions Zoom sur le patrimoine Ouais. alsacien, on a parlé beaucoup de pierres jusqu'à présent, de belles pierres, de synagogues ou de cimetières. Et la première personnalité qui m'est venue à l'esprit, ça a été André Neher. Mm. Parce que je crois qu'il symbolise autant dans sa biographie, bien sûr, que dans son enseignement un judaïsme alsacien qui a tendance à disparaître, ça c'est clair. Bon, c'est l'histoire, hein, personne ne peut revenir sur le cours de l'histoire, mais qu'il a vraiment enseigné, qu'il a vécu et enseigné. D'ailleurs, je redis le nom de la conférence qu'il a tenue quand il a reçu la Légion d'honneur à Jérusalem, qui s'appelait, donc cette conférence, il l'avait appelée L'espérance, c'est enseigner. Donc, je trouve déjà que c'est très beau. Et c'était vraiment un enseignement, un enseignant, j'allais dire, de hors pair. Mes capacités en philosophie étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire quasiment inexistantes, c'est plutôt sur le côté historique du personnage que je voudrais me baser aujourd'hui. Si des personnes veulent parler de ses pensées, de ses idées philosophiques, c'est avec grand plaisir. Malheureusement, j'ai très peu de capacités pour répondre là-dessus. Et donc, je reviens pour commencer, sur la biographie d'André Neher. Lui-même reconnaît qu'il est né 3 fois. Donc, il est né en 1914 au Bernay, ça c'est assez connu. Il est né une deuxième fois en décembre 42 à Lanteuil, quand il était chassé de l'éducation française. Et il est né lors de sa 3e fois, lors de son alia en 67 à Jérusalem. Donc, dans sa naissance en 1914, ce qu'il faut surtout garder, c'est ce judaïsme alsacien, c'est-à-dire déjà cette double appartenance très francophone, et alsacienne et juive. Alors ça fait peut-être 3, mais pour lui, ça faisait qu'une seule culture. Donc sa famille n'a pas forcément passé en France de l'intérieur, mais cette culture française a toujours été son point d'ancrage. Hein. Son père a toujours favorisé la culture française, même si la culture allemande était très prégnante. C'était vraiment l'alsacien, classique. Et l'alsacien, la culture française, bien sûr, c'est la culture qui leur a donné la possibilité d'avoir une nationalité française tout en restant juif, ce qui n'est jamais arrivé en Allemagne, avant longtemps. Les Français ont quand même donné la nationalité aux Juifs en 1791 et 92, et ils ont pu s'installer de nouveau à Strasbourg. Mais le judaïsme d'André Neher est surtout villageois. Il est né au Bernay. Son père venait plutôt de l'Alsace du Nord, du côté de Reichshofen. Donc, toujours une histoire marquée par les guerres franco-allemandes. Hein, je ne vais pas revenir sur 1871. Et ce qui marque l'enfance d'André Neher, c'est cette ouverture sur le monde tout en restant juif. C'est-à-dire qu'il était, bien sûr, élevé dans le judaïsme. Son père était le parneus de la synagogue d'Aubernay, bien sûr. Et il respectait toutes les religions. On lui a appris à dire bonjour à monsieur le curé, à monsieur le pasteur, aux bonnes sœurs. Il les saluait parce qu'ils étaient aussi des hommes et des femmes de religion. Ça a toujours été un credo, l'ouverture, la tolérance, le respect de la culture des autres. Le point peut-être particulier que la famille Neher a développé au Bernay à cette époque, hein, donc je parle des années 20, c'est le sionisme. À l'époque, ce n'était pas du tout un courant important dans le judaïsme alsacien. Et pourtant, la famille Neher a toujours cultivé cet attachement à la terre d'Israël, certes quelque chose de lointain, en 1920, ce n'était vraiment pas quelque chose de concret, mais quelque chose de vivant. Et André Neher l'écrit plusieurs fois dans ses textes lorsqu'il parle des cigognes, donc qui est le symbole de l'Alsace, le symbole de la fertilité, et surtout le retour des cigognes au printemps quand elles reviennent de Jérusalem. Et c'est vraiment un leitmotiv qui revient dans ses souvenirs alsaciens, c'est ce lien entre la terre d'Alsace
et la terre de Jérusalem à travers les cigognes. Donc, malheureusement, les affaires de M. Neher père, Albert Neher, ne sont pas bonnes et la famille doit déménager d'Aubernay pour venir à Strasbourg à la fin des années 20, au début des années 30. Et une certaine précarité matérielle apparaît dans leur vie. Mais la culture reste toujours le plus important. Les enfants vont à l'école, les enfants vont au lycée, ils font de la musique, ils lisent aussi bien Balzac, Zola, Shakespeare que la Bible et la Torah. Ils ont toujours la porte ouverte et ça a déjà commencé au Bernay puisque le père d'André Neher, Albert Neher, donc, avait eu l'idée originale de faire venir les familles polonaises qui arrivaient à Strasbourg à cette époque et de les faire s'installer dans des familles et des fermes autour d'Aubernay. Bien sûr, dans des familles juives, mais les juifs alsaciens, nous n'allons pas revenir dessus, n'ont pas toujours été très tolérants vis-à-vis de leurs frères qui venaient de l'Est. Et la famille Neher voulait créer des liens familiaux, amicaux, concrets dans le travail de la terre, autour de tous ces gens pour qu'ils s'entendent mieux et s'acclimatent, j'allais dire. Parce que le but des Neher n'a jamais été d'assimiler l'étranger, mais de respecter sa culture pour qu'elle s'acclimate à l'Alsace. Et on verra que André Neher reprendra cette très belle idée en 1962 lorsque les Juifs du Maroc et d'Algérie sont venus en France. Donc c'est une famille où la tolérance, le respect, la culture sont vraiment des choses très importantes, plus importantes que l'embourgeoisement, bien sûr, même quand ils viennent en ville. Alors certes, ils n'ont pas beaucoup de moyens matériels, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Il ne faut pas du tout se méprendre sur ce côté strasbourgeois de la vie. C'est vraiment garder la culture juive traditionnelle avec les offices, les shabbats, les temps de fête, les repas de famille qui priment. D'ailleurs, en 1932 et l'année d'après, André Neher va passer 2 fois les étés à la yeshiva d'Aix-les-Bains, donc qui était déjà ouverte à l'époque, tenue de père en fils par la même famille de rabbins, et également très ouverte donc sur la culture, je vais dire, de gentilhomme juif, c'est-à-dire bien sûr le judaïsme dans toute son importance traditionnelle, ses textes et ses rituels, mais aussi dans la culture générale, ce qu'on appelle maintenant le rôle. Il n'y avait pas vraiment, il y avait la frontière entre le rôle et le Kodesh, comme on dirait maintenant, mais les deux étaient mis sur le même plateau. Et dans cette yeshiva, le rabbin à Braunschweig donc, disait que la Torah serait encore plus honorée d'être transmise par des avocats, par des médecins, par des profs d'université ou des ingénieurs, que c'était un honneur de faire des études universitaires ou des études poussées, tout en gardant son judaïsme. Et il faut donc rappeler que dans les années 30, c'était quand même quelque chose je ne dis pas original, parce que d'autres familles l'avaient fait, mais en Alsace, c'était peut-être pas toujours si évident à dire. Paris, il y avait quand même une grande tendance à l'assimilation, alors que la famille Neher a su garder à la fois son intégralité religieuse et son ouverture vers la culture française. Je crois qu'il faut vraiment garder ça dans son esprit parce que c'est le point le plus important qui a lancé André Neher dans l'enseignement. Il s'est lancé dans l'enseignement tout de suite après ses études, après son baccalauréat, puisqu'il a enseigné la culture allemande dans des lycées en Alsace, du côté de Sarrebourg, enfin en Alsace, on dirait Grand Est maintenant. Mais où il s'est d'ailleurs confronté à la vie réelle, aux problèmes concrets du judaïsme et de ses interprétations, puisqu'il ne pouvait pas rentrer tous les Shabbats en hiver, il ne pouvait pas rentrer dans sa famille. Et dans la synagogue de Sarrebourg, grave problème, il y a un orgue.
Et nous savons que les rabbins alsaciens et les orgues, ça ne fait pas bon ménage. Et donc, le rabbin traditionnel de la synagogue Kegenek avait demandé à l'étudiant et à l'enseignant André Neher de ne pas aller dans une synagogue où il y avait un orgue. Mais l'office manquait trop à M. Neher, et donc, malgré le discours de son rabbin, il est allé à l'office à Sarrebourg, malgré l'orgue, parce qu'il pensait que le judaïsme, le fait de suivre l'office de Shabbat était plus important qu'un instrument qui n'était pas forcément utilisé. Donc, il a su dépasser un certain symbole, une certaine, on va dire, peut-être querelle de chapelle, pour quand même faire vivre son judaïsme, même s'il était seul et que personne ne le voyait ou ne le voyait pas. Mais plutôt que de faire son judaïsme dans sa chambre d'hôtel, il a préféré aller dans une synagogue qui n'aurait pas été forcément reconnue par son rabbin traditionnel. Donc, il continue à enseigner. Malheureusement, la guerre arrive avec ses cortèges d'horreur. Et toute la famille Neher, heureusement, reste unie et se retrouve à ce moment-là dans une région de la Drôme, je crois, ou de la Dordogne. Dordogne. Dordogne, donc le village de Lanteuil. Alors, ce qui est très joli dans cette période, pourtant très sombre, premièrement, la famille reste unie, ce qui est important quand même. Hein. Je veux dire, on en a déjà parlé, qu'on a parlé de l'évacuation des Juifs d'Alsace. C'est cette importance des liens familiaux qui ont été maintenus. Quand je parle de famille, donc bien sûr, le père, la mère, monsieur et madame Neher, parents, leurs enfants et le mari de leur fille. Hein. Alors, Valérie, est-ce que tu veux qu'on commence à partager les images peut-être? Voilà. Moment... Peut-être vous poser une question, vous permettez? Oui. Oui, Martin. Ah, d'accord. Quand je lis les textes et j'entends monsieur Neher, ça me rappelle, malgré tout ce que vous avez dit sur la francophonie de la famille Neher, ça me rappelle le rabbin Raphaël Samson Hirsch de Francfort. Je trouve qu'il y a une très grande influence de ces idées de Torah et Eretz sur André Neher. Vous n'avez pas parlé, ça m'intéresse beaucoup, quels sont les rapports avec ce courant que j'ai connu à Zurich, dans une des 3 communautés de la communauté Yeshurun. C'est la même chose pour l'Alsace ou c'est quand même, il n'y avait pas de lien entre Arachar Hirsch et André Neher? Alors, les rabbins que André Neher a fréquentés en Alsace étaient surtout issus de l'école de, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Francfort. Oui, Francfort, c'est le rabbin Hirsch. Voilà, donc c'est cette culture à la fois très intransigeante sur le judaïsme, oui, donc, et ouvert, mais aussi ouverte sur le monde. exactement. Et la particularité, et André Neher le verra plus tard, c'est aussi un certain refus de tout ce qui est mystique. Oui. C'est un judaïsme très universel ou universitaire déjà peut-être un petit peu, où on cherche, bien sûr on pratique, mais on cherche peut-être aussi à comprendre les textes d'une manière plus rationnelle, tout en gardant le côté spirituel du judaïsme, mais pas le côté mystique plus ressenti de l'Europe de l'Est, on dirait. Oui, c'est absolument le rabbin Hirsch que je connais, voilà. ses écritures. Merci. Hein. Les rabbins alsaciens étaient souvent formés du côté de Francfort. Ouais. Donc, Madame Neher, on voit sur la photo Madame Neher avec ses 2 filles et ses 2 fils, en petit costume de marin. Et ça, c'était une photo qui était prise à Aubernais? À Aubernais, oui. Enfin, je pense que on voit les yeux clairs du petit dernier. Oui. La nièce d'André Neher qui est parmi nous pourra vous confirmer. Oui. Malheureusement, André et René Neher n'ont pas eu eux-mêmes d'enfants. Ils ont consacré, on va dire, leur vie de couple à l'enseignement, notamment supérieur, et n'ont pas pu eux-mêmes avoir d'enfants. Alors, je continue? Oui. Voilà, donc un peu plus tard, tout le monde s'amuse, en sachant que donc c'est la sœur et le beau-frère de André Neher qui vont lui présenter sa femme.
Donc, Renée Neher a connu la famille Neher lorsqu'elle travaillait à Lauzé, À Lyon. pour sauver les enfants juifs pendant la guerre. Donc, un gros travail. Hein, donc, je vais juste venir un petit peu sur Madame Neher à ce moment-là. Son père était médecin, le docteur Bernheim, qui a beaucoup travaillé à Lyon pour sauver les Juifs. Donc, même dans la période où Lyon était occupée, après 1942. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré la sœur et le beau-frère d'André Neher, parce que donc, la famille de Madame Neher, la deux jeunes filles, était de Paris, repliée sur Lyon. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré cette famille d'Alsaciens. Voilà, donc André Neher et son frère, qui étaient très proches, ils ont écrit ensemble la conférence, la célèbre conférence Transcendance et Immanence de 1946. Ça, c'était une photo qui a été prise à Lanteuil. Donc, je vais revenir donc sur Lanteuil, où donc vous avez certainement entendu parler dans les livres de M. Albert Neher, donc le père, qui a écrit La double demeure à ce moment-là. Donc, la double demeure renvoie bien sûr à une double culture. Lanteuil était surnommé Mahanaïm, j'espère que je dis bien. Mahanaïm. Voilà. Donc, c'était vraiment un lieu particulier pour les Juifs alsaciens qui pouvaient y passer, parce qu'il y avait vraiment une culture du judaïsme alsacien très vivante, vraiment enseignée tous les jours, j'allais presque dire, où il y avait donc des Haggadot qui ont été écrites à la main et illustrées par le frère d'André Neher. Le livre, donc, La double demeure, qui renvoie à la double culture, le père, la mère, qui renvoie, puisque la famille était rassemblée, à la double culture de la terre et de l'espoir, donc la terre d'origine, mais aussi l'exil, donc en l'occurrence à Lanteuil, mais peut-être aussi vers un retour en Eretz Israël. Et aussi la double demeure, donc contre cette double culture, puisque la France a rejeté les Juifs. Et c'est ce qui provoque la deuxième naissance d'André Neher, on va dire sa naissance presque, peut-être pas au judaïsme, puisqu'il avait grandi dedans, mais sa vocation à enseigner une partie du judaïsme. Il raconte cette journée très forte de décembre où il a été chassé de l'éducation nationale. Donc, littéralement, on lui a demandé de quitter le lycée où il enseignait. Il était avec un autre enseignant, M. Blum, et devant tous les élèves et devant tous les enseignants, ils ont dû sortir du lycée sans que personne ne réagisse, ne les soutienne, ne leur dise un mot, ne les accompagne, ne manifeste un questionnement ou une politique anti-juive. Donc, ça a vraiment été un choc très impressionnant qui a ébranlé toute l'idée que André Neher, quelque part, se faisait donc de son identité, de sa culture française, cette double culture dont il était si fier. Il y a tout un pan qui lui a été arraché en public, qu'il a renvoyé qu'à son judaïsme, certes riche et construit, mais qui le laissait quelque part orphelin de sa culture française. Et ça a vraiment été un arrachement qu'il a très très mal vécu. Et à partir on le sent d'ailleurs dans son parcours intellectuel, puisqu'il laisse tomber les recherches qu'il faisait pour sa thèse. Donc il avait le projet d'écrire une thèse sur Heine, sur le poète allemand d'origine juive, qui s'était converti mais qui n'a jamais été intégré en Allemagne. Donc déjà, on sent le problème de la double culture. Donc, c'était son sujet de thèse, l'intégration, on va dire, de la culture dans le monde germanique. Et il abandonne donc ce projet de thèse qui était déjà quand même bien avancé et il décide de se consacrer qu'à la recherche dans le domaine biblique juif. Et c'est là qu'il va choisir le prophète Amos, qui sera son sujet de thèse universitaire. Donc, c'est un grand bouleversement. Il faut se rendre compte que 1942, non seulement la vie des Juifs était en péril, la famille Neher a été encerclée par les nazis qui fuyaient la région devant l'avancée des forces alliées
à la fin de la guerre, en 1944, et ils n'ont dû leur survie qu'à, je vais dire presque qu'à la vitesse de fuite des Allemands et à l'entraide de quelques villageois. Et là, André Neher raconte aussi qu'il s'est retrouvé face aux villageois qui étaient prêts à l'aider, même si elle n'avait pas la place pour cacher toute la famille, qui était prête à prendre les bébés, simplement pour pouvoir sauver quelques membres de la famille Neher, alors que d'autres villageois voulaient les dénoncer pour être sûr que les Allemands ne prendraient pas des otages ou ne brûleraient pas le village. Donc il s'est retrouvé face à cette double attitude de la population française et il n'a pu réagir, j'allais dire, qu'en se tournant vers l'étude du judaïsme et de la Bible. Donc, lorsqu'ils peuvent quitter Nanteuil, la famille Neher se replie sur Lyon, fin 1944, lorsque Lyon est libéré, avant de revenir sur Strasbourg, où il va continuer sa thèse sur Amos. Alors, je m'arrête quelques minutes sur cette thèse quand même. Est-ce que tu veux qu'on continue avec les photos, Valérie? Oui, il y a un livre sur Amos, par contre, je ne sais plus quel numéro c'est. Il est beaucoup plus tard. Ouais. Donc ça, c'est avec donc son épouse, Ouais. grande historienne. Donc ça, j'ai intitulé La culture allemande. Hein, donc la culture allemande, y compris son côté, là, en l'occurrence, derrière, ce n'est pas Heine, mais c'est Wagner, le musicien, parce que André Neher avait une passion pour la musique et, comme on dirait aujourd'hui, il a su complètement dissocier l'auteur des œuvres musicales du philosophe plus ou moins antisémite, puisque André Neher lui a trouvé beaucoup de circonstances atténuantes à ses écrits antisémites, tellement il est admiratif de sa musique. Mais tout à l'heure, je reviendrai sur l'idée de comment André Neher a géré ses relations avec l'Allemagne après-guerre. Donc ça, c'est une photo d'André Neher avec Monseigneur Elchinger, et qui a été prise avec un pasteur. Oui, je pense qu'il y a un problème, c'est pas Élie Chinger, ça doit être Elchinger. Ouais. Après-guerre, André Neher s'est beaucoup investi donc, dans les amitiés judéo-chrétiennes. Lorsqu'il décide de se tourner vers la culture biblique pour enseigner, pour l'apprendre et l'enseigner, il ne peut le faire qu'en s'ouvrant au monde, je vais dire. Il ne cherche pas à enseigner la culture biblique à des juifs, il cherche à l'enseigner au plus grand nombre. Et donc, ça va le pousser à s'impliquer énormément dans les relations avec les chrétiens et les amitiés judéo-chrétiennes. Donc, je reviens justement sur le début de la thèse d'André Neher sur Amos. Pour travailler sur cette thèse, pour la présenter, il est inscrit on va dire maintenant, on dirait à la fac de théologie. Or, pour présenter une thèse en théologie, il faut soit être prêtre, soit être pasteur, soit être rabbin. André Neher n'est pas rabbin, mais il obtient le titre de rabbin grâce à une tradition quasiment oubliée en Alsace, qui n'était plus utilisée depuis des années, depuis des dizaines d'années, une tradition du 19e siècle qui permet à une sorte de tribunal rabbinique de 3 rabbins reconnus de donner le titre de rabbin à une personne qui n'a pas suivi d'études au séminaire. Donc, c'est pour ça qu'André Neher peut parfois être appelé monsieur le rabbin, même s'il n'a jamais officié en tant que rabbin. Mais il a obtenu ce titre pour pouvoir passer sa thèse. Et bien sûr, sa culture du judaïsme convenait tout à fait. Il s'est engagé également à ne pas demander de poste de rabbin à ce moment-là. Il a reçu le titre, mais n'a jamais voulu être rabbin. Il s'est beaucoup occupé du merkaz, mais jamais à titre de rabbin. D'ailleurs, son étude sur Amos a été assez vivement critiquée, voire rejetée par le séminaire de Paris. À l'époque, c'était la seule école qui enseignait aux rabbins. Et il y a eu plusieurs articles qui ont été très défavorables à l'étude, à la vision qu'André Neher donnait
du prophète ou de l'idée qui se faisait de Amos. Elle n'a pas du tout plu à l'establishment rabbinique de l'époque. Pas beaucoup plus d'ailleurs au monde chrétien, hein, on va être très clair, qui voulait se garder un petit peu la mainmise sur les textes anciens. Donc, André Neher s'est retrouvé relativement seul à la fac, à l'université de Strasbourg, avec son texte sur Amos. Il n'était pas vraiment admis, donc il n'avait pas le droit d'enseigner en tant que rabbin, ni de travailler en tant que rabbin, et il n'était pas reconnu par les pères de l'Église et leur doctrine. Alors qu'il travaille beaucoup sur les textes de Renan, hein, dans l'histoire biblique. En fait, c'est l'éducation nationale, cette fois, quand je parle d'éducation nationale, donc j'emploie vraiment quasiment au niveau du ministère, qui va lui trouver sa voie, qui va l'aider en lui permettant de devenir, alors je vais vous retrouver le titre, il enseigne donc l'hébreu moderne et le judaïsme à la fac de Strasbourg. Et il obtient, avec un rabbin d'origine suisse, le droit de faire passer l'hébreu moderne, l'ivrite, en option au bac. Et en 1955. Et là, je veux quand même revenir sur cette mini-révolution, parce qu'en 1955, qui parlait ivrite en France? C'est une langue, c'est un tout petit pays, Israël, qui n'a que 8 ans à peine d'existence à l'ONU, qui est en guerre constante avec ses voisins, qui n'a pas franchement de lien avec la France. Hein. C'est plutôt à l'époque des pays d'Europe centrale non affiliés à l'URSS qui l'aident. Donc, le problème de qui parle ivrite en France? Et pourtant, André Neher se bat pour que la langue de l'hébreu moderne, donc pas l'hébreu ancien enseigné justement aux chercheurs théologiens du monde chrétien, mais que l'hébreu moderne soit enseigné au lycée et puisse compter au bac. Et bien sûr, si l'hébreu est institué au bac, il faut pouvoir continuer ses études. Et André Neher obtient la création de la chaire de l'Institut d'études hébraïques de Strasbourg. Et ça, c'est une vraie consécration. Par exemple, le hongrois à Strasbourg n'est enseigné que 5 ans plus tard. Officiellement, le chinois n'est enseigné qu'en 2013 à Strasbourg. Donc, pouvoir enseigner les études juives et l'hébreu moderne et l'hébreu ancien biblique à Strasbourg en 1955 est une vraie révolution. Il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout quelque chose de dominant à l'époque. Aujourd'hui, on allume la télé, on a une émission sur les Mayas ou sur les Inuits du pôle Nord. À l'époque, avoir accès à la culture n'est pas si évident et on ne pense pas à la culture juive en premier. Les Juifs ont été massacrés, ont été infériorisés et c'est d'autant plus à l'honneur de M. Neher d'avoir obtenu cette reconnaissance de l'Université de Strasbourg. Alors, tu m'as dit quand tu veux qu'on passe les autres photos. Donc, si tu veux, on peut commencer à mettre les photos sur… donc là, c'est M. Neher avec son ami, le rabbin Hazan. Et je vais mettre cette photo aussi pour montrer que je n'ai pas trouvé d'autres photos sur la venue de Agnon à Strasbourg. Donc, le grand poète israélien qui avait reçu 2 fois le prix Bialik, qui a reçu 2 fois le prix d'Israël, qui a écrit énormément de livres en ivrite, a reçu le prix Nobel en 1966. Il allait à Stockholm, le prix Nobel de littérature. Il allait à Stockholm le chercher et à son retour, il a fait un détour par Strasbourg. Alors certes, aujourd'hui, l'Université de Strasbourg s'enorgueille d'avoir 3 ou 4 prix Nobel en sciences dures, en physique et en chimie à Strasbourg. Mais le premier prix Nobel qui est venu à Strasbourg, c'était quand même le prix Nobel de littérature qui est venu rendre visite à son ami André Neher. Et malheureusement, on le sait assez peu à Strasbourg.
Je pense que c'est que j'ai même pas trouvé d'image dans les journaux de l'époque. Hein. Alors que dans le monde juif, ça a quand même été quelque chose de très important. Une vraie consécration. Voilà, donc là, je vais revenir sur les théories qu'André Neher fait passer dans son enseignement. Il a commencé donc ses conférences, on va dire, importantes, donc par transcendance et immanence, donc vraiment vers le judaïsme. Et pour lui, le judaïsme est quelque chose qui se vit. Il a vécu la Bible. Ce n'est pas du tout le judaïsme qu'il enseignait comme… pardon. Il ne cherche pas à être un philosophe du judaïsme comme Lévinas ou comme Raymond Aron. Il se tourne vraiment vers la Bible. Il raconte la Bible d'une manière philosophique, je dirais. Il se base sur des écrits historiques et il raconte la Bible. C'est vraiment un passeur. D'ailleurs, c'est un des titres aussi de son livre, un des titres de ses livres, où il veut faire passer la culture juive dans le monde contemporain. Pour lui, c'est quelque chose de fondamental que la France, la culture française, comprenne la culture biblique juive. Et tous ces livres vont parler vont trouver leur source dans cette volonté de transmettre et d'enseigner le judaïsme au plus grand nombre, au niveau universitaire, bien sûr. Donc, lorsqu'on enseigne le judaïsme, il est évident que Jérusalem est la part la plus importante. André Neher s'est beaucoup intéressé à la période des prophètes, c'est-à-dire à la fois la remise en question du judaïsme qui était vécu à l'époque et de l'appel vers un judaïsme plus traditionnel. Les prophètes, c'est une remise en question du monde dans lequel vivent les gens de l'époque. Et André Neher va parler donc de Amos, il va parler du Qoheleth, il va parler de Job. Il parle beaucoup de la remise en question de la manière de vivre par rapport au judaïsme. Pour lui, c'est quelque chose de très, très important. Le penseur et le passeur. Et je pense aussi quand il écrit, ou quand les gens écrivent sur sa pensée, c'est très important de comprendre comment il a été traumatisé par la guerre. Donc, il explique d'un point de vue philosophique, mais pour lui, il y a quelque chose d'irréparable dans la Shoah. Autant c'est un humaniste, autant c'est quelqu'un qui est tolérant, qui a l'esprit ouvert, autant il ne peut pas pardonner aux Allemands la Shoah. Il ne mettra jamais les pieds en Allemagne tout en restant à Strasbourg. Il n'est pas allé à Paris pour enseigner, il est resté à Strasbourg. Et plusieurs fois, il a été invité à venir faire cours en Allemagne et il a toujours refusé. Il demandait aux Allemands de venir à Strasbourg écouter ses cours. Malheureusement, ça s'est très peu fait parce que l'Allemagne à l'époque était divisée entre RFA et RDA. Et c'est sûr que le travail de mémoire a été fait en Allemagne, mais peut-être pas aussi vite qu'André Neher l'aurait souhaité. C'est-à-dire qu'il s'est fait à la fin des années 80, au début des années 90, mais en Allemagne avant, la guerre était passée sous silence. En France aussi, il faut quand même reconnaître que l'historiographie du monde juif après la guerre a été assez pauvre. Je veux dire, les Juifs n'ont pas été reconnus dans la martyrologie des résistants par la politique gaullienne. Et la pensée d'André Neher s'est un peu heurtée à ce monde politique et il a fait vivre le judaïsme par-dessus ses défauts. André Neher disait « J'en veux pas aux Allemands en tant qu'Allemands, mais je ne peux pas leur pardonner ce qui s'est passé. » Il voulait bien discuter avec des Allemands, mais sur un pied d'égalité. Il cherchait une reconstruction. Il cherchait du monde juif à travers le pardon de la Shoah. Il ne cherchait pas le pardon pour le pardon. D'ailleurs, il a été opposé
aux accords de Goldman dans les années 50 et 60. Il ne voulait pas de l'argent allemand pour les victimes de la Shoah ou pour reconstruire Israël. Il était opposé à cette idée parce que ce n'était pas une manière de pardonner. Les idées d'André Neher ont été très universitaires, très académiques, hein, comme c'était obligatoire dans les années 50, 60 et 70. Hein. Il est resté très élitiste. Il était dans un, comme aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'ouverture et malheureusement, la culture a beaucoup perdu aussi. Mais il avait de tellement nombreuses postes qu'il ne pouvait pas généraliser toute la culture qu'il avait. Je rappelle quand même qu'il a été… alors, j'ai la liste de tous ses postes, c'est assez impressionnant. Voilà. André Neher était à la fois directeur de l'Institut hébreu de l'Université de Strasbourg, membre du comité consultatif des universités, du comité français de l'UNESCO, du comité scientifique du Centre national des hautes études juives de Bruxelles, du comité scientifique de l'Union mondiale des études juives, qui était basé à Jérusalem. Il était membre du comité central de l'Alliance israélite universelle, président du centre de préparation au professorat d'hébreu, du centre université d'études juives de la section française du Congrès juif mondial et à partir de 1965 de la commission culturelle internationale du Congrès juif mondial. Donc, il ne cherchait, même s'il enseignait au lycée, il avait vraiment une aspiration à la culture au plus haut niveau. D'ailleurs, son ami qui était pasteur et enseignant à l'université de Strasbourg le cite en disant que… Désolée, je prends mes notes. André Neher s'engage dans un choix délibéré dans la recherche d'une relation avec le monde non juif. Il choisit d'être professeur à l'université de Strasbourg, tant il est préoccupé de restructurer le judaïsme et de l'équiper pour qu'il assume son identité. Autant par le choix de cette tribune universitaire, il exprime son souci de donner leur place aux valeurs et à la pensée juive dans la société contemporaine, universalité. Dans ses discours à la faculté des lettres, il ouvre la Bible, il enseigne la littérature et l'histoire juive. Il créera bientôt un département d'études hébraïques et juives, qui est aujourd'hui un foyer rayonnant de la culture juive au sein de l'université Marc Bloch. Je ne reviens pas sur la polémique pourquoi l'université Marc Bloch, dans les années 90, s'est appelée comme ça. Mais le but d'André Neher, ça a vraiment été ça, faire connaître la vocation juive de Moïse, j'allais dire, le passeur. Et là, je reviens donc quelques mots sur son épouse, qui était une très grande historienne, qui a su reprendre les documents. Elle a fait un vrai travail de recherche au niveau universitaire, au niveau des archives, pour retrouver les documents et les interpréter d'une manière profondément universitaire, c'est-à-dire sans aucun parti pris, où elle… donc moi j'ai travaillé essentiellement sur la période révolutionnaire et napoléonienne, et elle a fait un véritable travail qui n'avait jamais été fait avant elle. C'est une pionnière en la matière. Elle a beaucoup travaillé avec son mari aussi sur l'histoire du peuple juif du point de vue historique, uniquement historique et pas du tout philosophique ou biblique. Et ce qu'elle a apporté aussi à André Neher, par contre, c'est sa culture sur le Maharal de Prague. Donc, André Neher a écrit quelques livres aussi sur cette philosophie, sur cette mystique juive qui n'était pas du tout enseignée en Alsace à cette époque, sur le Maharal de Prague, où il reprend les cours qui ont été donnés par les responsables ZEI à la fin des années 30 et 40,
et que René Neher René Bernheim à l'époque avait suivi. Et André Neher s'est tourné vers cette mystique du Maharal de Prague, qui lui a donné une nouvelle profondeur, une nouvelle source de réflexion, qui l'ont emmené aussi sur la route du sionisme, hein, bien sûr, sur le besoin de retrouver, je ne dis pas la Jérusalem céleste, mais vraiment le côté terre racine dont il avait besoin. Et cette découverte du Maharal de Prague et de sa mystique, de sa philosophie, donc, qui est due à sa femme, hein, il ne la connaissait pas du tout avant. André Neher a décidé donc de la mettre par écrit dans ses livres et de l'enseigner de manière universitaire, alors que jusqu'à présent, la tradition se faisait surtout par oral. C'était une tradition orale d'enseigner le Maharal de Prague oralement. Et c'est André Neher qui, le premier quasiment, a décidé de donner des cours universitaires à prendre et à faire des recherches pour écrire des livres sur le Maharal de Prague et de suivre donc des étudiants dont Benno Gross, que tous les Alsaciens connaissent, qui a fait donc sa thèse avec André Neher sur le Maharal de Prague et sa philosophie. C'est en suivant cette pensée qu'André Neher a compris que le judaïsme donc biblique se vivait de l'intérieur. Et lorsque la guerre éclate en 67, il comprend qu'il lui manque une part de lui-même et décide de faire son alia. Voilà, donc le livre sur le Maharal de Prague, donc, où il reprend différents mythes, dont Faust, pour expliquer la philosophie du réel, on va dire. Et donc ça, c'est le livre L'histoire biblique du peuple d'Israël. Lorsqu'il décide de faire son alliance 67, le couple Neher a encore, je vais dire, une médaille à son actif, qui est donc l'accueil des Juifs séfarades à Strasbourg à partir de 1962. Les Neher avaient été déjà en Tunisie et en Algérie un peu plus tôt, à la fin des années 50, où ils avaient rencontré ce judaïsme séfarade qui leur était complètement inconnu. Très humblement, André Neher, donc, qui avait toute sa place à l'université française, lorsqu'il rencontre les rabbins d'Algérie et de Tunisie, leur dit que pour lui, il découvrait un judaïsme qui lui manquait. Il parle d'étincelles, d'éclats qui construisent plus le judaïsme, qui embellissent et illuminent le judaïsme. Il découvre un judaïsme qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus vivant, qui s'attache peut-être moins à des querelles symboliques et qui se réfère beaucoup plus à des questions de vie pratique. Et ce judaïsme, il le trouve très beau, et lorsqu'il comprend qu'il va être chassé de ses terres, donc d'Afrique du Nord, il décide de protéger en premier les enfants. Donc, grâce au contact qu'il a eu par tous les organismes judaïques internationaux auxquels il faisait part, il arrive à toucher les rabbins d'Algérie, qui était un département français, et leur dit d'envoyer les enfants à Strasbourg pour les protéger des tensions, des risques d'attentats, et de pouvoir continuer à les faire grandir, s'élever et se construire, notamment sur le plan études supérieures, dans un monde juif. Et la grande contribution du couple Neher, ça a été le respect total de la culture séfarade de ces enfants, vite rejoints par leurs parents. Ces enfants étaient accueillis dans des familles strasbourgeoises. Il y avait une symbiose qui s'est mise en place. Vraiment, le but, c'était que ces enfants se sentent en paix et en sécurité. Quand je parle d'enfants, je parle d'adolescents ou de jeunes adultes, hein, bien sûr, et qu'ils puissent continuer leurs études, qu'ils puissent continuer leur vie de manière
complètement en sécurité, y compris sur le plan de leurs valeurs. C'est-à-dire que le rabbin Hazan et les Néer ont voulu tout de suite créer un oratoire séfarade pour que la place des séfarades soit reconnue. Ils n'ont pas du tout cherché une assimilation au monde ashkénaze. Des mariages se sont mis en place, séfarades ashkénazes bien sûr, des amitiés, mais ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu du tout d'assimilation. On est resté tout à fait dans le respect de la culture de l'autre et de cet enrichissement du judaïsme par la venue des frères. Donc, d'ailleurs, d'abord, c'était les Polonais dans les années 20 pour Monsieur Néer père, et pour André et René Néer, c'était l'accueil des Juifs de Séfarade de Strasbourg. Et là aussi, je pourrais citer l'anecdote de mes beaux-parents qui sont venus à Strasbourg quasiment par hasard en choisissant la qualité de l'enseignement, notamment à Kiba, et qui ont été reçus à bras ouverts par le couple Néer. Donc, c'était un jeune couple avec un petit garçon de 7 ans. Et lorsque leur deuxième enfant est né à Strasbourg, les Néer ont tout fait pour que la Brit Mila se passe dans la joie la plus totale malgré l'éclatement de la famille et le déracinement. Donc, ça les a énormément touchés de se sentir soutenus et presque en famille à ce moment-là. Malheureusement, j'allais dire, pour le judaïsme alsacien, les Néer n'ont pas pu rester littéralement en Alsace et l'appel de Jérusalem était le plus fort. Et ils sont partis faire leur alia à Jérusalem où André Néer a reçu donc sa distinction de la Légion d'honneur qui a été remise justement par le rabbin Hazan qui est venu lui remettre à l'Université de Jérusalem cette distinction, la plus haute distinction de la République française pour son œuvre. Alors, j'ai peu d'informations sur la vie des Néer en Israël. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont continué à enseigner, à écrire. Mais je sais que la reconnaissance en Alsace aussi a continué, que Obernai a rendu hommage avec le consistoire, bien sûr, du Bas-Rhin, que donc Madame René Néer a créé l'Institut André et René Néer en France pour que les études continuent à être suivies et les étudiants à être soutenus. Voilà donc Madame Néer devant la place à Obernai qui rend hommage à son mari, à sa naissance, à sa culture et à son travail. Et beaucoup d'expositions ou d'universités rendent régulièrement hommage à la pensée et au travail que les Néer ont fourni dans cette France d'après-guerre, des années 50 et 60, pour que la culture juive et hébraïque soit reconnue à son niveau. Et récemment, donc, l'Université de Strasbourg, en 2016, je crois, lorsque le professeur Lemler a pris son poste, a rendu un très bel hommage aussi à André Néer, le fondateur de l'Institut. Voilà. Et Madame Sandrine Schwartz aussi, à l'Institut, je crois, du Rincy, en région parisienne, rend régulièrement hommage au travail d'André Néer et à son enseignement et à sa diffusion de la culture juive. Voilà, je continue. Voilà, on a terminé les photos. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on garde quand même, il nous reste 2 minutes et je pense qu'il y aura beaucoup de réactions et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aussi de réagir. Oui, monsieur. Il y a parmi nous d'abord 2 habitants de Lanteuil durant la guerre, dont une est née à Lanteuil pendant la guerre. Ils sont retournés en octobre dernier pour la première fois depuis la guerre. C'est Elisabeth et Daniel Revel. Et je pense qu'ils ont quelques mots à nous dire. Elisabeth Revel est en fait la nièce d'André Néer, la fille de Richard Néer. La vie de Richard Daniel aussi, d'ailleurs. Daniel est mon Daniel et aussi, le ouais. neveu d'André Néer est le fils de sa sœur Suzanne. Et d'abord, je voudrais vous dire merci Valérie pour cette belle introduction à la vie d'André Néer qui est tellement riche.
qu'on a tous beaucoup de mal à en faire le tour en quelques minutes. Alors, c'est vraiment une façon de mener le public par la main et de l'inciter à lire ces livres. Et ce que vous avez dit par rapport à l'attachement du judaïsme alsacien à la France, je crois que Neher l'a dit de façon absolument extraordinaire quand il raconte cette fameuse journée de décembre 1940 où il a été chassé du lycée de Brive, où d'ailleurs nous avons pu mettre une plaque à son nom sur la façade du lycée, dans une cérémonie qui était extrêmement émouvante. Il écrit, c'est effectivement personne ne les a accompagnés, lui et M. Blum, qui est d'ailleurs mort à Auschwitz, et personne ne les a accompagnés, sauf le professeur de mathématiques, M. Delannoy, qui s'est écrit « On ne peut pourtant pas les laisser partir comme ça ». Il les a accompagnés jusqu'à la porte du lycée. Et Neher écrit « Quant à moi, je me rappelle parfaitement à quoi je pensais en cet instant. À mon grand-père maternel, Nathan Strauss, qui était né en 1840, un siècle exactement avant l'heure où je me trouvais. Il était instituteur à Obernai lorsqu'éclata la guerre de 1870 dont vous avez parlé. Et au lendemain de la guerre, au moment de l'option, les Juifs d'Alsace, fonctionnaires, enseignants français, il refusa le poste que lui offrait le nouveau régime, le régime prussien allemand. Il refusa de devenir fonctionnaire prussien. Il nous racontait plus tard, c'est le même thème qu'Alphonse Daudet a immortalisé dans ses contes du lundi, sa dernière classe à des élèves français en langue française, alors que dehors roulaient les tambours prussiens. Moi aussi, dit Neher, je venais de faire ma dernière classe à des élèves français en langue française. Mais les tambours qui roulaient dehors étaient des tambours français. Et comme vous l'avez dit, Valérie, avec cet instant, toute la France, la belle France libre, la France de la Révolution, s'est écroulée autour de Neher. Et c'est à ce moment-là que la famille Neher a créé leur abri pour les 4 années de la guerre, un petit village au-dessus de Brive, dans un vieux château que nous avons vu de loin, qu'ils ont appelé Mahanaïm, qu'après le verset biblique de la Genèse 32-3, Jacob poursuit sa route, des anges le rencontrent. Alors Jacob donne à ce lieu le nom de Mahanaïm, la double demeure. C'est de là qu'est venu le titre du livre que les frères Neher ont publié après la guerre, les écrits et des contes de leur père. Et Neher précise la double demeure parce que nous y avons vécu précisément d'une manière constante et consciente dans une dimension double, celle de l'angoisse et de l'espérance, celle de la persécution et celle du temps biblique, dont la plénitude recouvrait chacun de nos instants. Les Neher alors ouvrent une école pour les jeunes juifs et non-juifs qui fuient les circonstances terribles de leur existence. Et dans cette école, ils formeront les jeunes juifs de la génération montante, Beno, Théo Dreyfus, Bernard Picard, Zichron Amira. Et encore un seul petit mot, la façon dont Rina, notre tante, a rencontré André Neher. Il ne reste plus de temps, hein? Il y a encore du temps? Il nous reste encore 5 minutes, mais on va partager avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. 3 minutes encore. En 1945, en janvier 1945, les Neher accompagnent notre grand-père, Albert Neher, à Lyon parce qu'il est malade. Il a un cancer de l'intestin qu'on n'arrivera pas ni à arrêter, ni à guérir. Et le 5 Shvat de 1945, notre grand-père rejoindra un monde meilleur. Autour de notre grand-père se trouve son médecin qui est aussi son gendre, le docteur Gaston Reved, qui est le père de mon mari, qui lui-même a passé, pendant que la famille était à Mahanaïm, 2 années dans le maquis du Grésivaudan, où il était médecin chirurgien d'une équipe du maquis. Il est ensuite responsable à Lyon
de l'OSE, du sauvetage des enfants. Et c'est là qu'il rencontre la fille du docteur Bernheim, qui lui aussi a été appelée au chevet d'Albert Neher. Et c'est là, autour du patriarche à Lyon, que Rina rencontre André. Et je voudrais terminer sur une chose assez extraordinaire. Et mon beau-père, le docteur Revel, après la guerre, répond à l'appel que lui fait l'OSE et part comme premier médecin juif qui entrera au camp de Buchenwald. De ce camp, il va sortir un groupe de 400 jeunes, pas des enfants, il ne restait pas d'enfants, sauf un seul, un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Lolek, dont vous savez tous qu'il est devenu le grand rabbin d'Israël, Israël Meir là, et avec lui un jeune homme de 16 ans qui s'appelle Elie Wiesel. Elie Wiesel, ramené par Gaston Revel dans la maison d'enfants déportés d'Hélène et de Nathan Samuel, Hélène la sœur d'André Neher, les Samuel qui ont consacré toute leur vie à s'occuper des enfants, de déportés, des enfants qui n'avaient plus de parents. Elie Wiesel découvrira André Neher. Et un jour, je crois que c'était en 76 à Jérusalem, il remettra à André Neher le prix de la mémoire pour son travail sur la philosophie et la mémoire de la Shoah. Et voilà tous les destins qui, autour de Neher, se sont rencontrés et ont formé le judaïsme que nous vivons aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment, hein, c'est superbe. Alors, Daniel, je pense que vous voulez nous raconter aussi quelque chose, non? Non, c'est une Madame parle mieux que moi, elle a dit tout ce qu'on pouvait dire. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce que je... Oui. Il y a quelqu'un qui aimerait réagir? C'est mon mari qui a bien connu le professeur Neher et qui a été son élève pendant de longues années. Voilà, moi je l'ai connu aussi un petit peu, mais voilà, pas autant que mon mari. Voilà, Merci. beaucoup de souvenirs. Ouais. On parle du rabbin Lederer. Voilà. Vous me parlez Le rabbin Lederer, on se connaît, Valérie. Oui, Je suis à Jérusalem maintenant, voilà, on a fait notre alia. l'enfant, très bien. Nous sommes pas loin. 5 ans, mais voilà, mon mari est décédé il y a quelques mois. Oui, nous savons, oui, malheureusement, oui. bonjour, On connaît la ici Nicole famille Franck. Revel. Oui, bonjour. Je voudrais aussi témoigner, puisque j'ai été élève à l'école Akiba de M. Neher, M. André Neher, et ce que je suis devenue, je le lui dois. Et en plus de ça, il était un grand ami, nous étions, et je crois que je voudrais évoquer une personne dont n'a pas parlé Elisabeth, c'est Grand Michele, Oui, la mais grand-mère. oui, Nicole, mais oui. La grand-mère, la maman de Monsieur Neher, qui était chez eux, qui habitait chez eux rue Hermann, et qu'on voyait régulièrement lorsque nous allions les voir, puisque mon mari était très attaché à la famille Samuel, dont j'aimerais bien qu'on évoque aussi un jour le destin, parce que ce sont des gens qui ont fait des choses formidables pendant la guerre, après la guerre. Absolument. Et après, jusqu'à leurs derniers instants. Et Oui. on a oublié cette œuvre merveilleuse de Monsieur et Madame Samuel, que je voudrais en même temps, en tant que sœur d'André Neher, honorer aujourd'hui. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Alors, il nous reste vraiment encore 2 minutes. Qui va réagir? Est-ce que, bon, Michel, tu as dit qu'on a 2 experts. On a une avec expert nous. qui travaille beaucoup sur l'œuvre d'André Neher, mais il s'agit de Gaël Hana Serrero. Oui. Mais je crois qu'elle a un problème de micro aujourd'hui. Et une autre qui est parmi nous, c'est Yael David, qui fait un travail, Touati, exactement, qui fait un travail, ben, tu peux en parler. Alors, je vois Yael que depuis le début, voilà, vous voulez réagir. Ouais, je réagis parce que voilà, il n'y a personne, donc il faut parler, quoi. Voilà, il nous reste vraiment 2 minutes, mais oui, je vais faire rapide. Je vais faire rapide, mais en fait, je vais revenir au premier propos de Valérie juste pour me cadrer. Je suis doctorante à l'université de Strasbourg, pardon, autant pour moi. Je suis ici à Jérusalem et j'écris un doctorat
sur les commentaires, non pas sur les Haggadot, mais sur les commentaires qui ont été écrits sur les Haggadot par les Néer à Nanteuil pendant la guerre. Donc, j'espère que l'année prochaine, on pourra enfin dévoiler le contenu de ces commentaires qui sont très, très riches, très intéressants. Et évidemment, étant aussi liés, puisque les grands-parents de mon mari étaient monsieur et madame Samuel, dont Nicole vient de parler. Donc, je suis aussi très attachée à toute l'histoire de la famille. Et grâce à un colloque qui a eu lieu à Nanteuil cet hiver, j'ai déjà publié 2 articles sur la vie de Mahanaim, Nanteuil, les juifs et les non-juifs. Il n'y avait pas que les Néer, il y avait 7 familles juives à Nanteuil, et tout ça, c'était un méli-mélo très intéressant. Mais je reviens juste parce que c'est mon sujet de... Voilà, j'aime l'éducation, donc enseigner, c'est dire espérance. C'est vrai que Néer cite cette phrase, mais elle n'est pas de lui. Elle est de l'hymne de l'Université de Strasbourg. Donc, je fais un peu Yossale Beiti, comme on dit. Donc, et c'est cet hymne de cette université qui, elle aussi, a dû être en exil pendant la guerre et qui s'est retrouvée aussi dans cette région. Et donc, parce que Mahanaim est source d'espérance et parce que l'espérance est un leitmotiv dans la pensée de Néer, il s'est un petit peu approprié cette phrase. Cette phrase n'est pas de lui, mais néanmoins, je pense que, par exemple, il y a un livre qui est sorti sur les lettres entre Madame Dreyfus et le prisonnier Dreyfus, et ils ont appelé ça « écrire, c'est résister ». Et il y a toujours cette idée d'enseigner et de transmettre, mais la transmission pour un message. Et je pense que c'est ça qui est porteur, c'est le message de l'espérance, qui est la tikva. Et voilà. Merci beaucoup. Les hommes de Jérusalem. Merci beaucoup, merci. Bon, Valérie, d'abord, je voulais te remercier énormément. Je pense que le sujet, c'est juste le début du sujet. Moi, je vous propose aussi de nous retrouver dans quelques semaines, éventuellement avec Gaël Hanasrero, sur l'œuvre de Néer, plus particulièrement, un peu plus détaillée, et dès que son micro sera en état. Très bien, on va organiser tout ça ensemble. Merci encore Valérie, merci à vous tous pour le témoignage. Merci Valérie. Et on se voit à 14h. Encore une fois, merci à vous tous. À très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir tout le monde.